aujourd'hui, je pense que je constate un plateau dans l'accélération des participants qui se joignent à nous. Donc, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Caroline Brouillette, je suis analyste des politiques au réseau Action Climat Canada, le plus grand réseau au Canada qui rassemble non seulement des organisations environnementales, mais aussi des syndicats, des représentants des peuples autochtones, des organisations de solidarité, de développement international, etc. Je me joins à vous de terre non cédée, Kanien'kehá:ka, de Tiohtià:ke, ou ce qui est mieux connu sous le nom de Montréal. Cet événement est organisé par le collectif de la société civile à la COP 26. Je mets un petit lien dans le chat pour ceux qui veulent en savoir plus ou s'impliquer éventuellement pour recevoir là, les dernières informations, les dernières communications du collectif. Donc, brièvement, avant de présenter mes incroyables co-panélistes, je vais juste présenter ce qui est le collectif. Donc, c'est un regroupement de la société civile québécoise avec la représentation de différents partenaires, collaborateurs, autant des organisations que des individus, dans le but de représenter la société civile du Québec lors de la COP 26. Qui, normalement, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment avec la COVID, mais qui devrait avoir lieu à Glasgow en novembre. Donc, l'objectif du collectif, c'est de faciliter l'engagement de tous les individus, particulièrement les jeunes, envers leur communauté, de promouvoir la diversité et l'inclusion, de développer une meilleure compréhension des problématiques mondiales, de leur impact ici au Québec et dans nos communautés, de renforcer les connaissances, les compétences des participants sur sur les enjeux liés à la crise climatique et valoriser l'expertise des organisations et des individus à travers un réseautage. Donc, maintenant, c'est fait. Je vous présente mes incroyables panélistes qui sont aujourd'hui avec nous pour discuter de ce fameux sujet qui est l'impact de l'arrivée de l'administration Biden sur la scène climatique et notamment l'accord de Paris, ce qui est important dans le contexte là, de la COP 26. Donc, d'abord, Julie-Pierre Nadeau, qui est candidate au doctorat en sciences politiques à l'UQAM. Elle est chercheure en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul d'Endurant. Merci, Julie-Pierre, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et Hugo Séguin, qui est fellow au Cerium, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et également conseiller principal à l'Agence de relations publiques Copticom. Bonjour Hugo, merci d'être avec nous. Bonjour Caroline, merci. Super. Donc, pour vous donner un petit itinéraire de notre discussion aujourd'hui, elle va se faire en 4 thèmes. Donc, d'abord, la campagne électorale, ensuite, l'élection, puis l'état des lieux des institutions politiques américaines, à quoi ça ressemble. On va ensuite parler des actions de Biden jusqu'à date, même s'il est en poste depuis janvier seulement. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées et de l'impact de ces actions-là à l'international. Alors voilà, donc sans plus tarder, je vais commencer avec la campagne électorale. On va y aller de façon chronologique. Donc, Julie-Pierre, toi, tu as bien suivi ça. Je voulais savoir comment ça s'est déroulé du côté des primaires et de l'investiture démocrate. Oui, bien, il faut le dire, hein, cette année, en 2019, on a vu 2019-2020 une très longue investiture là, du côté des démocrates pour savoir qui allait être le candidat pour la présidentielle, qui allait affronter Donald Trump. Et on l'a vu très vite, le climat, l'environnement, la lutte au changement climatique était un enjeu central pour plusieurs des candidats. Là. Il y a des candidats qui étaient beaucoup plus progressistes que Joe Biden. On pense évidemment à Bernie Sanders et Elizabeth Warren, mais aussi au niveau de l'environnement à Jay Inslee, qui est le gouverneur de l'État de Washington, qui a, lui, vraiment poussé l'agenda climatique là, dans les débats. Mais on voyait que, globalement, les démocrates étaient déjà là, assez d'accord sur plusieurs points. On était dans un contexte où les démocrates au Congrès poussaient le Green New Deal, qui a été endossé d'ailleurs par la majorité des candidats à la présidentielle. Et par la suite, il faut savoir, dans les primaires,
plus on reste longtemps dans la course, plus on a de chances d'avoir un impact sur le programme électoral du parti. Donc, dans le cas de Bernie Sanders, bien, ça a eu un impact parce qu'il est resté longtemps dans la course et même s'il n'a pas gagné, mais il a eu un certain nombre de délégués dans cette équipe qui a élaboré le programme, la plateforme des démocrates et de Joe Biden par la suite. Donc, ça a eu une influence sur l'agenda environnemental. Et il faut le dire, pour l'équipe de Biden, tout ce plan environnemental qui était quand même déjà ambitieux à la base, c'est un peu la façon de tendre une perche à l'aile progressiste du parti. On a vu dans les camps Biden que c'était peut-être une bonne façon de rallier les plus jeunes, de rallier les gens qui sont un peu plus à gauche, parce que c'est un enjeu sur lequel c'était plus facile d'être d'accord avec ce que la gauche proposait. Donc, ça a été comme une opportunité d'une part de booster en quelque sorte le programme climatique des démocrates, mais aussi pour Biden d'essayer de rallier un plus grand nombre à sa cause. Oui, merci pour ça. Puis, je pense que d'autres facteurs aussi qui ont eu un impact sur la plateforme climatique de Biden, ce sont l'évolution de l'opinion publique américaine, d'une part, et du rôle qu'ont joué les mouvements sociaux, le mouvement climatique aux États-Unis. Hugo, est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Oui, bien, pendant plusieurs années, on a toujours considéré l'environnement ou l'enjeu des changements climatiques comme un enjeu qui faisait pas, qui se rendait pas en haut de la pile là, dans les choix que les électeurs font d'un candidat ou d'un autre, d'un parti ou d'un autre. L'environnement, c'était gentil, là, mais c'était pas le ballot question. C'était pas ça la question qui déterminait le vote des électeurs. Cette année, là, ça a été vraiment différent. Puis ça, et je vous dirais qu'on récolte là, à peu près 20 ans d'augmentation sans cesse du niveau de compréhension et d'alarme aux États-Unis sur la question des changements climatiques, sur la question aussi du dérèglement de l'environnement en général. Et ça, c'est constant. Là. On est parti là, dans le fond d'un baril autour de 2008. Puis aujourd'hui, on est en 2020, 2021, là, on n'est pas dans le consensus social, mais on commence à s'approcher. Je vous donne quelques exemples. Hein. Est-ce que des changements climatiques existent aujourd'hui? 72%, donc les trois quarts des Américains disent oui, ça existe. Avant, on n'avait pas ces chiffres-là. Est-ce qu'il devrait y avoir une taxe carbone aux États-Unis? Oui, 67% des gens disent que ça prendrait une taxe carbone sur les entreprises des carburants fossiles. Est-ce qu'on devrait retourner dans l'accord de Paris? 75% des gens qui ont été sondés par le Yale Program on Climate Change Communications en décembre dernier, donc après l'élection de Biden, donnaient raison à Biden. Oui, 75% des gens voulaient que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris. Alors, on n'est plus dans l'idée que l'environnement, c'est gentil, mais ça ne compte pas. On n'est plus dans l'idée non plus d'une polarisation 50-50 aux États-Unis. On vogue vers des majorités très substantielles pour appuyer le déploiement du programme environnemental et du programme climatique de Joe Biden. Et ça, c'est assez majeur. Comme tu l'as dit, Caroline, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas des gens qui se sont réveillés un matin en changeant complètement d'idée. Il y a plusieurs mouvements aux États-Unis depuis, je dirais, une dizaine d'années, mais ça s'est accentué au cours des 2-3 dernières années. Mouvements sociaux importants, Sunshine Movement, très important. Toutes les manifestations autour de Fridays for Futures en 2019, il y a eu des répercussions majeures auprès des jeunes aux États-Unis. Et ce travail-là des groupes environnementaux, mais des groupes mobilisés, je dirais, parce que ça dépasse beaucoup les groupes environnementaux, ont réussi à amener l'enjeu des changements climatiques et de l'environnement en haut de la pile, surtout quand on les mêle, ces enjeux-là, avec des enjeux d'équité et de justice environnementale et justice sociale. Et là, tu viens d'augmenter ta capacité d'aller chercher des alliés parce que tu parles un langage d'équité, tu parles un langage social, de justice sociale, moiré avec l'environnement. Puis je pense que c'est ça qui a pris chez les démocrates, mais aussi dans l'électorat cette année. Merci Hugo, très important, effectivement, l'intersectionnalité des enjeux liés à la crise climatique. Écoutez, j'étais tellement excitée d'amorcer la conversation que j'ai oublié quelques petites choses au début dans ma présentation. Si vous souhaitez poser des questions, on va avoir une période de questions dédiée à la fin où je vais inviter les gens à mettre une étoile dans le chat, puis je vais vous donner la parole pour poser une question. Si vous avez des questions en cours de route, c'est
c'est pas obligé d'être hyper formel notre conversation, donc vous pouvez les inscrire dans le chat, puis je vais essayer de les intégrer à la discussion. J'ai également omis de présenter les partenaires du collectif de la société civile à la COP, puis je pense que c'est hyper important que je les nomme, étant donné que cette initiative n'existerait pas sans eux. Donc, parmi les partenaires, il y a Oxfam Québec, le YMCA, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et le réseau Action Climat, je me suis présentée au début. Donc, je ferme la parenthèse et puis on va poursuivre notre investigation de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, maintenant qu'on a regardé ce qui s'est passé un petit peu avant l'élection, maintenant que Biden est élu, c'est quoi l'échiquier politique avec lequel il se retrouve, là, notamment au Sénat et au Congrès, Julie Pierre? Oui, donc Joe Biden a été élu. Les démocrates ont réussi à avoir une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, ce qui, de prime abord, pourrait être une bonne nouvelle, là, mais il faut savoir que pour ce qui est du contexte législatif, c'est un contexte qui reste difficile. Joe Biden n'aura pas carte blanche là, pour faire ce qu'il veut au niveau législatif, d'une part parce que le Sénat est à 50-50, donc Kamala Harris devra trancher sur de nombreux dossiers, mais il faut aussi dire que à la base, il faut 60 votes pour conclure les débats sur une mesure, sur un projet de loi, et là, donc, il va falloir rallier certains républicains. Donc, oui, il va falloir surveiller du côté des républicains. On pense notamment ce que j'appelle les dissidents habituels, là, les gens qui ont plus tendance à déroger de la ligne de parti, des gens comme Mitt Romney, comme Susan Collins au Maine, mais aussi d'autres républicains qui sont peut-être plus ouverts à parler de la question climatique, comme Mike Brown de l'Indiana. Mais il ne faut pas seulement regarder du côté républicain, parce que les démocrates, oui, c'est un parti, mais ce n'est pas un parti uniforme, et il y a beaucoup de dissidences là, au sein du parti. Les gens ne sont pas tous d'accord avec un agenda très progressiste, donc il faudra surveiller notamment Kristen Sinema de l'Arizona et Joe Manchin, le sénateur de la Virginie-Occidentale, qui est d'un État qui est le deuxième producteur de charbon au pays, donc qui est dans un État, c'est un sénateur démocrate, mais qui est élu dans un État qui a été remporté par Trump. Donc, lui est dans un contexte plus difficile. Et c'est présentement le président de la Commission sur l'énergie et les ressources naturelles. Donc, il aura un pouvoir quand même important là, sur l'agenda législatif à ce niveau-là. Donc, il y a des gens à surveiller parce que c'est pas automatique là, que l'administration Biden va pouvoir passer tout ce qu'ils veulent. À la Chambre aussi, les démocrates ont encore la majorité, mais ont perdu là, de leur avance sur les républicains. Ils ont perdu des sièges, donc une très mince majorité. Donc, ça serait important d'essayer de rallier tous les démocrates, tant les plus à gauche que les plus centristes, sur des mesures. Et là, mais ce qui sert Joe Biden, c'est peut-être justement ce message de vouloir miser sur l'emploi, sur la création d'emplois, parce que ça, ça a le potentiel de séduire davantage de gens que si on aborde ça dans l'angle environnemental. Généralement, les gens, les représentants ont une attitude qui est beaucoup plus locale et ça, la création d'emplois, c'est gagnant à peu près partout. Puis, donc, ce que ça fait, cette espèce de blocage au Congrès, ou cette plus grande difficulté au Congrès, ça fait que Joe Biden devra, et c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent, essayer de faire provoquer des changements plutôt par décret présidentiel. Oui, puis donc on l'a vu jusqu'à date, il y a eu quelques décrets. On sait que c'était aussi l'approche qu'avait M. Trump, donc de légiférer par décret. Est-ce que ça veut dire, quand on est dans une espèce de bataille de décrets présidentiels, un président adopte des décrets, l'autre les retire et en adopte d'autres, est-ce que ça veut dire que les gains qu'on peut faire ne sont que temporaires en matière de politique climatique? Sur papier, oui, effectivement, on l'a vu, Barack Obama a adopté certaines réglementations qu'a défait Donald Trump, qu'a réadopté Joe Biden. Donc, oui, sur papier, ce sont des mesures qui se renversent plus facilement. Par contre, on le voit, au niveau de l'industrie, on commence déjà à s'adapter. Un très bon exemple, ce sont les standards d'émissions pour les voitures. Quand Donald Trump a voulu abolir les mesures adoptées par Barack Obama, mais il y a des constructeurs automobiles qui se sont ralliés à la
Californie pour essayer de maintenir les standards d'émission. Et là, on le voit dans le secteur automobile, il y a des gros constructeurs comme GM qui prévoient déjà faire une transition électrique. Donc, même si le décret présidentiel, même si les réglementations venaient à tomber plus tard, une fois que l'industrie commence à s'adapter, une fois qu'on commence à faire un virage au niveau de la création d'énergie, par exemple, une fois qu'on a commencé à construire des centrales solaires, des centrales qui ne tiennent plus sur les énergies fossiles, mais c'est difficile de revenir en arrière par la suite, même si la réglementation le permettrait. Merci pour cette réponse. Puis là, je vois qu'on a déjà une question, je vais l'aborder tout de suite. Est-ce que tu peux élaborer, Julie-Pierre, sur le principe de 60 votes? Le spectateur en question croyait qu'on avait seulement besoin d'un veto de la vice-présidente Harris pour aller de l'avant. En fait, c'est la mesure, dans le fond, pour clore le débat sur un projet de loi. Ça prend toujours 60 votes pour ensuite passer au vote. Et après ça, les projets de loi peuvent être passés à majorité simple. Donc, effectivement, s'il y a égalité, Kamala Harris pourrait voter en faveur des mesures. Et c'est cette mesure-là qui est liée à ce qu'on appelle le filibuster. Donc, le fait que des gens vont continuer ou prolonger inutilement les débats, justement pour ne pas arriver à cette motion de clôture des débats sur une mesure. Et il y a un débat en ce moment, là, les plus progressistes chez les démocrates voudraient abolir le filibuster ou cette mesure-là du 60 votes, mais ça vient avec des conséquences quand même considérables. Là. Donc après, c'est difficile de revenir en arrière. Et pour l'instant, le leadership démocrate est assez frileux là, à abolir cette mesure-là. Merci, j'espère que ça répond à la question. Donc, maintenant qu'on a regardé un peu la structure qu'on avait, les pions qu'on avait sur l'échiquier, on va parler de ce qui a été fait jusqu'à date. Donc, c'est certain là, que dès l'arrivée au pouvoir de Biden, ça s'est fait rapidement. On a remarqué un changement de ton, un changement au niveau du contenu et de la forme. Est-ce que, Julie-Pierre, tu pourrais nous décrire ces changements-là qu'on observe entre non seulement l'administration Trump, ce à quoi on pouvait s'attendre, mais l'administration Obama auparavant aussi? Oui, je pense que Joe Biden est dépeint comme quelqu'un de très modéré, de peut-être un peu centriste, mais ça serait une erreur de croire que l'arrivée de Joe Biden, c'est un simple retour à une administration Obama 2.0. Surtout sur le plan de l'environnement, là, Joe Biden va beaucoup plus loin que son prédécesseur démocrate. Il a un plan qui est beaucoup plus ambitieux. Comme je l'ai dit, il essaie de lier la cause environnementale à la création d'emplois et aussi à la relance économique là, pour lier à la crise actuelle. Et on le voit aussi, oui, au niveau du discours, mais on le voit au niveau institutionnel. Il y a des postes qui ont été créés qui sont dédiés à la lutte au changement climatique, un poste au niveau domestique. Donc, il y a maintenant une conseillère nationale pour le climat qui est Gina McCarthy et qui, elle, va être responsable de s'assurer que la question climatique soit au cœur des nouvelles mesures adoptées par les différents départements au niveau intérieur. Et à l'international, il y a John Kerry qui est l'envoyé spécial pour le climat. Et lui, chose à noter, fait maintenant partie du Conseil de sécurité nationale. Il est membre de ce conseil-là et c'est signe, en fait, que l'administration Biden considère les changements climatiques comme un enjeu stratégique, un enjeu sécuritaire. Et ça aussi, c'est nouveau là, sur la place qu'on accorde au changement climatique. Et finalement, mais on l'a vu dans le témoignage de plusieurs nouveaux secrétaires, dont le témoignage de Pete Buttigieg, que la lutte au changement climatique là, ferait partie intégrante des nouvelles politiques de plusieurs départements, donc le transport, l'énergie, évidemment, mais aussi l'agriculture et même le secrétaire à la Défense a parlé de lutte au changement climatique. Là, et ça, c'est quand même nouveau. Oui, donc on assiste un peu à un mainstreaming de l'enjeu climatique à travers tous les départements. Hugo, je sais que toi, tu es le genre de personne qui a lu tous les executive orders qui ont été émis depuis que l'administration Biden est là. Est-ce que tu pourrais nous parler du contenu de ces politiques-là qui ont été adoptées jusqu'à date? Oui, d'abord, c'est vrai que Biden fonctionne par décret parce que, comme l'a bien expliqué Julie-Pierre, moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de grandes réformes majeures au niveau des lois
aux États-Unis, surtout pas avec la configuration qu'on a au Sénat américain actuellement. Donc, c'est par décret. Et les décrets sont costauds. Hein? Donc, il y a un décret qui est très symbolique parce que c'est un signal puissant, c'est le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Donc, c'est une bouffée de fraîcheur, c'est bien. Mais il y a aussi des décrets. Un qui m'apparaît vraiment très important, c'est un décret qu'on peut appeler all-in government, c'est-à-dire que le message est passé à travers tout l'appareil américain, fédéral américain, de considérer l'enjeu des changements climatiques comme un enjeu prioritaire pour toutes les agences et tous les ministères. Et des décisions qui vont devoir être prises par ces agences-là et ces ministères-là à tous les niveaux, toutes les échelles, hein, sur le territoire comme au niveau national, vont devoir maintenant intégrer des considérations climatiques. J'aimerais ça qu'on ait ça au Québec, j'aimerais ça qu'on ait ça au Canada, mais pour moi, c'est un décret puissant qui a été élaboré. Évidemment, il commence à avoir des décisions politiques importantes, donc rejeter le grand pipeline Keystone XL, on en a entendu parler. Je m'attends à ce qu'il y ait d'autres décrets de ce type-là. Je pense qu'il va y avoir aussi de la réglementation dictée par décret dans le cadre des lois existantes, donc des émissions de méthane dans la production de pétrole et de gaz naturel, entre autres. Les normes pour les véhicules, moi, je m'attends à ce que ça change beaucoup au niveau des normes pour les véhicules. Je m'attends aussi à ce qu'il y ait beaucoup d'argent. On en a pas parlé, mais le programme Biden, c'est d'investir 2 000 milliards de dollars dans l'économie verte. Et ça inclut bien des choses, l'économie verte, là, mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'argent en transport durable, infrastructure de transport, par exemple, le ferroviaire, le train, transport collectif, bornes de recharge, énergie renouvelable, R&D, tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être déployé assez rapidement. Je me garde une petite gêne, j'ai hâte de voir le budget fédéral, j'ai hâte de voir comment ils vont pouvoir traduire cette promesse-là concrètement sur le terrain. Surtout qu'il y a le package d'1,9 billion au niveau de la COVID. Alors, il faut savoir si c'est de l'argent neuf ou si c'est de l'argent qui s'ajoute par-dessus ou si c'est inclus. En tout cas, je me garde une gêne quand même là-dessus. Au niveau du front international, on en parlera plus tard, mais le retour par décret des États-Unis dans l'accord de Paris, bien, ça ne révolutionnera pas la planète. La planète n'est pas sauvée, d'après moi, parce que les États-Unis reviennent, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, en fait. Oui, effectivement, on va y revenir, en fait, parce que justement, le prochain sujet qu'on va aborder, puis je vais juste noter, il y a quelques questions en ce moment dans le chat. J'aimerais ça y revenir à la fin, juste parce que là, on est rendu ailleurs dans la conversation, mais merci Anne-Céline et notre spectateur anonyme aussi, on va y revenir dans quelques minutes. Donc maintenant, c'est ça, sur la scène internationale, Hugo, tu le disais, les États-Unis sont de retour. Une des premières choses que Biden a fait, c'est de revenir dans l'accord de Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Puis, selon toi, c'est quoi les moments internationaux, les sommets qu'on doit surveiller dans les prochains mois? Oui, bien, en revenant dans l'accord de Paris, l'administration Biden envoie un message. Hein, c'est le message de « America is back ». Ils s'en gargarisent pour moi beaucoup trop. Les États-Unis ne sont pas un partenaire. Je suis très critique par rapport aux États-Unis. Je les suis depuis une vingtaine d'années sur les questions climatiques. Les Américains ne sont pas, peu importe le parti au pouvoir, des gens très progressistes au niveau international sur les questions climatiques. Ce n'est pas un pays qui se donne des objectifs très ambitieux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, règle générale. Ça pourrait changer. Au cours des prochains mois, Joe Biden convie une rencontre de chefs d'État sur le climat en avril prochain, là, pour coïncider avec la Journée de la Terre. On s'attend à ce que les États-Unis déposent une nouvelle contribution déterminée au niveau national. Là, pour les gens qui suivent les COP, là, dans le patois des COP, c'est l'engagement de réduction que le pays se donne en 2030. Et là, c'est un test de crédibilité parce que les États-Unis, sa contribution actuelle, elle est petite, elle est faible, elle est molle par rapport à d'autres grands pays, notamment en Europe. Le Québec fait figure là, d'une comète par rapport à ses engagements. Là. Les engagements du Québec sont fantastiques comparativement à ceux des États-Unis. Alors, ils ont des croûtes à manger, ils ont beaucoup de rattrapage à faire.
Les États-Unis ont aussi décidé de faire renaître de ses cendres des grands forums internationaux, là, les Major Economy Forum, pour discuter justement avec une espèce de G20 élargi au niveau économique, là, des enjeux économiques, des changements climatiques. Et ils ont commencé, ça c'est très intéressant, j'ai vu ça assez récemment, mais ils ont recommencé à mettre de l'argent dans les fonds multilatéraux pour les changements climatiques, notamment pour venir en aide aux pays en développement. Donc, les fonds comme le GEF ou le Clean Economy Fund, le Green Climate Fund. En tout cas, ils ont recommencé à mettre de l'argent là-dedans. Et moi, je m'attends à ce qu'ils mettent plusieurs milliards justement pour payer le prix d'entrée de leur crédibilité qui a été mise à mal par 20 ans je dirais, de mauvais positionnement climatique aux États-Unis, peu importe le parti politique au pouvoir. Donc, un enjeu de cohérence entre le discours sur la scène internationale et les actions. Du côté des relations bilatérales des États-Unis avec les autres grands pouvoirs, puis avec des alliés traditionnels comme le Canada, Julie Pierre, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Et sur le ton, en fait, on le voit là, sur les actions, ça reste à voir. On attendra de voir ce que déposeront les États-Unis. Mais sur le ton, déjà, des alliés qui sont peut-être un peu plus complaisants en ce moment envers leurs engagements internationaux, on pense notamment au Canada, pourraient être fouettés là, par le nouveau discours de l'administration Biden. Parce que si tout d'un coup, on se fait doubler au niveau des ambitions, au niveau du discours par les États-Unis qui ont longtemps été le dinosaure mondial, là, bien, ça pourrait relancer le débat à l'interne dans plusieurs pays. Déjà, le fait qu'on ait annulé le permis à Keystone, je pense que les États-Unis essaient d'envoyer un signal là, au Canada de dire, écoutez, on va peut-être vous talonner un peu plus par la suite. C'est d'ailleurs le rôle de John Kerry d'aller essayer de talonner certains États pour mousser les engagements là, vis-à-vis l'accord de Paris. C'est une de ses missions. Pour ce qui est d'autres relations, je pense notamment à la relation qui est devenue très tendue avec la Chine dans les dernières années. On le sait, l'accord de Paris reposait en partie sur une collaboration entre la Chine et les États-Unis. Et à l'époque, on disait que c'était un grand succès. Là, certaines personnes pourraient croire que ça va être plus difficile maintenant que le climat est plus tendu. Mais en fait, le secteur climatique, le secteur technologique des énergies renouvelables reste un secteur où, sans collaborer, la compétition, en fait, entre la Chine et les États-Unis actuellement va sûrement pousser à ce qu'on appelle une race to the top, donc à pousser les deux pays, en fait, à améliorer leur performance parce qu'on se fait compétition, on va investir dans la recherche et développement pour essayer de développer les meilleures solutions dans les deux pays et on veut aussi, évidemment, se faire compétition pour acquérir des parts de marché là, sur la vente de ces technologies-là par la suite. Donc, oui, une relation plus tendue, mais qui, dans ce cas-ci, pour la cause environnementale, pourrait être bénéfique parce qu'ils se font compétition en ce moment. Hugo, sur la Chine, je sais que tu suis ça également. Ça a été... pour faire de l'accord de Paris un succès, ça a pris certains ingrédients. Un des ingrédients principaux, ça a été une entente qui a été signée, qui a été convenue entre la Chine et les États-Unis sous Barack Obama. Donc, je pense que c'était en novembre 2014. Et les deux pays, en signant cette entente-là, cet engagement-là, envoyaient le signal puissant, la politique puissant, que Paris, c'est là que ça passe, puis que ça va marcher. Puis le G2, parce que quand tu prends les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est pas mal les États-Unis et la Chine. Quand le G2 parle sur le climat, ben, il se passe des choses. John Kerry en fait, la Chine vient de nommer le vis-à-vis que John Kerry avait au moment où cette entente-là, en 2014, a été conclue avec la Chine. Donc, la Chine envoie un message en ramenant cette personne-là, dont je ne voudrais pas massacrer le nom, qui était le vis-à-vis de John Kerry. Ils s'entendent très, très bien et c'est le message de dire on veut recréer ce G2-là en matière de climat. Alors, je rejoins tout à fait Julie Pierre. Les États-Unis et la Chine sont sur une trajectoire de compétition stratégique, sauf qu'il reste des éléments sur lesquels je pense que les deux parties peuvent s'entendre au niveau de la collaboration, puis notre dossier en est un.
Parfait pour la Chine. On a peut-être un petit peu moins parlé du Canada. On sait que le Canada, de par notre très longue frontière partagée avec les États-Unis, nos relations commerciales, on est imbriqués de près. Selon vous, chers panélistes, puis c'est aussi une question là, que je vois Anne-Céline poser. C'est quoi les impacts de l'arrivée Biden sur le gouvernement Trudeau? C'était qui était censé parler de ça, là? Ah, on ne l'avait pas prévu, mais la question est... La question est là. Bien, si je brise la glace là, rapidement, c'est que je pense que tout va se jouer dans le momentum qui va être créé autour du sommet des chefs d'État que Biden convoque. Et ça va jouer au niveau de l'ampleur, l'ambition de la contribution déterminée au niveau national que les États-Unis vont vouloir se donner pour Glasgow. Si les États-Unis se contentent de rattraper le Canada, de rattraper dans ces zones-là, là, moi, je n'ai pas l'impression que le Canada va sentir beaucoup de pression. Mais si les États-Unis sont ambitieux, j'entends, c'est peut-être du délire, là, mais j'entends du moins 55% en 2030 par rapport à 2005. Tu sais, j'entends toutes sortes de... Ça, c'est des bruits qui sont forts. Ce seraient des signaux tellement puissants que le Canada n'aurait pas le choix, le Canada qui est en train de préparer sa propre nouvelle contribution déterminée au niveau national, que de suivre les États-Unis. Alors, moi, je m'attends à ce qu'il y ait ce moment-là de vérité là, dans les 2-3 prochains mois, fasse pression sur le Canada. Ceci dit, politique par politique, le Canada a pris l'habitude depuis de nombreuses années de suivre les politiques environnementales américaines. Donc, s'il y a des nouvelles réglementations sur le méthane, par exemple, sur les voitures, moi, je m'attends à ce que le Canada les copie plus ou moins rapidement, là. Donc, ça peut avoir un effet d'entraînement. Je me limiterai à ça pour l'instant. Si je peux peut-être me permettre d'ajouter deux petites choses, je pense qu'un engagement qui a été pris par l'administration Biden, c'est celui d'éliminer tout l'argent public investi, les subventions aux énergies fossiles, ce que le Canada s'est engagé à faire il y a maintenant plus de 10 ans, sans beaucoup de progrès là, au cours des dernières années. Donc ça, je pense que c'est un dossier à surveiller, de voir si ça va faire bouger le Canada, cet engagement-là de l'administration Biden. Il y a aussi le ministre de l'Environnement, Wilkinson, qui a fait flotter avec l'élection Biden l'idée d'un mandat ZEV, donc un mandat VZE, véhicule zéro émission nord-américain. Donc, comme Hugo le disait très bien, les marchés puis les chaînes de production sont tellement intégrées, là, notamment dans le secteur automobile, que des politiques sur l'électrification des voitures ont nécessairement un impact au Canada aussi. Avant de poursuivre avec les questions et réponses, je pense qu'il y a peut-être... la question qui tue à nos panélistes, espérons qu'elle ne soit pas létale quand même. Est-ce que ça change vraiment quelque chose que les États-Unis soient de retour sur la scène climatique? Hugo? Ça change quelque chose. C'est une bonne nouvelle, surtout quand on le compare avec ce qu'on vient de quitter comme configuration politique aux États-Unis, là, au niveau fédéral. Mais il ne faut pas avoir de grandes attentes. L'action en changement climatique, ce n'est pas dans les COP que ça joue, c'est fini ça. L'accord de Paris a réglé notre problème existentiel quant à l'action climatique. L'accord de Paris, son génie, c'est de dire tout le monde est en mouvement, tout le monde doit être incité à passer à l'action. Puis les États-Unis, ce n'est pas seulement l'administration fédérale. Les États-Unis, c'est les entreprises aux États-Unis, c'est la recherche-développement, c'est les sociétés civiles, c'est les villes, c'est les États qui sont en mouvement, puis qui étaient en mouvement de toute façon depuis, même sous l'administration Trump. Alors, il y a des grands courants qui vont continuer des grandes tendances autres qui vont continuer aux États-Unis. Je m'attends à ce que le fait que les États-Unis reviennent, ça encourage l'action de certains pays qui se sont dit « Ah, Trump, je me cache derrière Trump pour ne plus rien faire. » Le pays où je suis présentement, le Brésil, est un beau pays. Hein? Le président Bolsonaro se cachait derrière Trump pour ne rien faire en changement climatique, ne rien faire sur l'Amazonie. Donc, ça va enlever une espèce de sauve-conduite à certains dirigeants
qui pensaient qu'ils pouvaient tout faire parce que Trump pouvait tout faire aussi. Ça, je pense que ça va changer. Mais je veux ramener, en terminant, je veux ramener sur quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a des objectifs ambitieux sur la place publique, qu'on lance des chiffres de réduction qui ont l'air ambitieux, qu'on atteint nos objectifs. Au Canada, au Québec, aux États-Unis, un peu partout, c'est facile, ça ne coûte pas cher de lancer des objectifs ambitieux. Je pense que comme collectif de la société civile québécoise, ce n'est pas là-dessus qu'il faut faire tout porter notre attention, là, sur l'augmentation du niveau d'ambition verbale des États, mais c'est de s'assurer que partout sur le terrain, les promesses et les engagements qui ont été pris soient réalisés. C'est ça notre job, dans le fond. Donc, les États-Unis, oui, c'est une bonne nouvelle, mais la planète n'est pas sauvée pour autant. Puis, ce n'est pas à Glasgow qu'on va sauver la planète, c'est en continuant le travail qu'on fait actuellement, puis en allant plus loin puis plus vite dans le déploiement d'activités. C'est intéressant ce que tu soulignes, Hugo, l'importance de l'action au niveau infranational, donc des États, quand on regarde les États-Unis, les villes, mais c'est sûr que ça nous ramène dans notre contexte ici au Québec où on s'attend quand même à de l'ambition et de l'action de la part du Québec. Je le rappelle, le premier ministre Legault, lors de la précédente COP à Madrid, avait annoncé, en fait, son ministre de l'Environnement avait annoncé que M. Legault serait présent à Glasgow. Donc, c'est certain qu'on a des attentes envers le Québec. On s'attend à de l'ambition bonifiée pour que le Québec fasse, je parle pour le réseau Action Climat, là, pour que le Québec fasse sa juste part à l'effort climatique mondial. Donc, on va maintenant passer aux questions. Il y en a plusieurs. Donc, la première, je pense, pour Julie Pierre, il y a une mesure qui s'appelle le Reconciliation Process au Sénat. Donc, ça permet de contourner la nécessité d'avoir 60 votes sur 100. Est-ce que les démocrates pourraient se servir de cette règle pour garantir l'adoption d'un plan climatique? Oui, donc le Reconciliation Process, en fait, est lié à des mesures strictement budgétaires. Donc, en ce moment, c'est le processus qui est utilisé pour passer le plan de relance là, de 1,9 billion parce que ce sont des mesures qui affectent essentiellement le budget. Donc, oui, effectivement, il y a des plans qui pourraient être adoptés de cette façon-là. Des investissements, par exemple, en infrastructure pourraient éventuellement là, passer par le processus de réconciliation. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas permises dans ce processus-là. Donc, il y a des mesures qui vont demander un plus grand débat, éventuellement une mesure bipartisane. Il faut le dire, par contre, il y a un sous-caucus d'action pour le climat qui est bipartisan en ce moment. Donc, on pourra regarder l'action au niveau de ces caucus-là qui existent au Sénat et à la Chambre des représentants durant les prochaines années. Mais oui, donc le processus de réconciliation permet certaines mesures, mais ne permet pas tout. Donc, il faut être capable de démontrer que la mesure qu'on essaie de passer a vraiment une incidence sur des questions budgétaires. Merci pour cette précision. Anne-Céline nous parlait de l'impact des mouvements sociaux. Je sais que c'est également quelque chose que Roger Rachi dans le chat mentionnait, donc le rôle de Sunrise Movement, entre autres. Hugo en a parlé au début. Anne-Céline précise que selon elle, qui a permis de rendre le plan Biden plus ambitieux, c'est une stratégie où le mouvement climatique a investi le processus électoral. Selon vous, chers panélistes, est-ce que ça serait possible qu'une telle stratégie prenne place au Canada et au Québec? C'est intéressant. Je dirais que bon, la politique canadienne n'est pas mon champ d'expertise à la base, là, donc, mais si on reste dans cette logique d'attendre de voir les engagements des États-Unis pour voir la pression que ça fera sur le Canada, mais on pourrait aussi regarder qu'est-ce que ça aura comme incidence dans les élections qui sont à venir éventuellement au fédéral, si d'ici là,
les États-Unis ont réussi à pousser leurs ambitions, mais ça va peut-être donner plus de force au Canada, aux partis ou aux mouvements qui réclament une action plus forte et ça pourrait, ce timing-là, entre guillemets, pourrait donner plus de force au mouvement canadien également. J'imagine que Hugo a une opinion sur cette question-là aussi, là. Mais moi, c'est ce que je dirais, là. J'ai l'impression que si on voit qu'il y a un retour de ces questions-là, ça pourrait donner plus de force ou une popularité. Juste simplement le fait qu'on en parle davantage dans les médias, des fois, ça fait que ça remet un enjeu au goût du jour et ça peut avoir un impact là, sur les campagnes électorales notamment. J'ai l'impression qu'Anne-Céline m'a lancé une balle facile parce que Anne-Céline sait que je reviens souvent à la charge avec ça. Je commence deux morceaux, c'est-à-dire que les mouvements sociaux au Canada mais surtout au Québec sont les mouvements sociaux pour les changements climatiques sont extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Les derniers cycles électoraux au Québec, en fait, notamment le dernier, mais aussi au niveau fédéral, là, les mouvements sociaux mobilisés sur les changements climatiques ont réussi à pousser l'enjeu climatique très haut dans la pile du débat, au point que François Legault, qui n'avait pas du tout, c'était un angle mort complet dans sa campagne électorale, il l'a admis lui-même, il n'a pas eu le choix par la suite de reconnaître que c'était un angle mort et son premier congrès avec son parti politique, quelques mois après l'élection, a porté sur les changements climatiques et sur l'environnement. Ça a donné le plan d'économie verte qu'on a vu à l'automne dernier. Donc, moi, je pense que les mouvements sociaux mobilisés au Québec et au Canada sont beaucoup plus puissants qu'on pense sur la question des changements climatiques et on obtient des gains qu'on commence à obtenir aux États-Unis, mais nous, on les obtient depuis quand même pas mal d'années. Mon dernier point, c'est que, bien, effectivement, si on veut des changements au niveau de la gouvernance de nos États, du Québec comme du Canada, des États qu'on peut jusqu'à un certain point contrôler, mais c'est vrai pour les conseils municipaux, par exemple, bien, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des gens de notre mouvement qui aillent se faire élire dans ces instances-là. Puis on ne peut pas se permettre, je pense, de polariser la question, c'est-à-dire que tous nous autres, on irait dans un seul parti politique, puis on braquerait tous les autres partis politiques. Je pense qu'il faut qu'il y ait une stratégie qui dit, bon, ben c'est qui parmi vous, parmi le mouvement, qui a le goût de faire de l'action politique comme élu? Et puis, c'est d'aller là où notre cœur nous porte. Là. Mon ami Stephen Guilbeault, son cœur l'a porté vers le Parti libéral du Canada. Bon, ben, peut-être que c'est peut-être pas là que mon cœur à moi m'aurait porté, peut-être que ça m'aurait porté ailleurs, je ne sais pas. Mais lui, ça l'a porté vers le Parti libéral du Canada. Peut-être que d'autres, ça aurait été le Parti vert, ça aurait été le NPD, ça aurait été le Bloc québécois, ça aurait été le Parti conservateur. Je n'ai pas lancé la serviette sur la capacité du Parti conservateur de se développer un argument pour les changements climatiques, un argument qui fit sur ses valeurs. Mais donc, si je me rattrape, là, le mouvement environnemental au Québec, au Canada, est extrêmement puissant, puis on obtient des gains, puis on pourrait obtenir encore plus de gains s'il y avait du monde, plus, qui allait se faire élire dans les différentes instances. Merci, Hugo. Donc, j'espère que les participants ont entendu le message de vous présenter à de possibles élections fédérales qui s'en viennent peut-être. On entend des rumeurs. Il y a les élections municipales aussi, qui sait. Je pense aussi que c'est un point, d'un point de vue de société civile, de continuer à se mobiliser, notamment lors des événements comme des COP, où il y a du momentum, puis on peut mettre la pression sur les gouvernements à travers notamment le collectif. Je vais remettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent potentiellement participer au collectif ou être tenus au courant là, de nos activités. Le plan Biden pourrait-il représenter de nouvelles occasions d'affaires pour les entreprises québécoises? Et si oui, dans quel secteur, Hugo? Je pense que c'est ton secteur d'expertise. Bien, on va le croiser peut-être avec celui de Julie Pierre parce que, à sa face même, j'aurais répondu oui facilement, mais il y a un courant important au Parti démocrate pour une espèce de protectionnisme, un retour à un certain protectionnisme économique, tu sais, le Buy American Act et d'autres actes du même genre qui privilégient tout le temps, ou en tout cas souvent, dans l'octroi de contrats fédéraux des entreprises américaines ou basées aux États-Unis, font en sorte que
ça pourrait faire en sorte que pour les entreprises québécoises, canadiennes, on ne peut pas atteindre le plein potentiel. Parce que justement, il faut passer à travers cette barrière-là du Buy American Act ou de d'autres mesures de protectionnisme. Bon. Ceci dit, je pense que la réponse facile, c'est oui. Il y a tellement d'argent dans le système qui devrait être injecté dans le système pour toutes sortes de choses chouettes en environnement et en économie verte, puis en clean tech, que je ne vois pas comment ce n'est pas des occasions d'affaires à saisir. C'est vrai pour notre petite expertise au niveau des batteries, par exemple, de l'électrification des transports. On a maintenant des autobus électriques. On va voir Kenworth va nous faire des camions électriques. Donc, la grappe transport est intéressante. Hydro-Québec n'avait pas eu besoin de l'arrivée de Biden pour conclure des ententes de vente ou d'exportation d'énergie vers les États-Unis, mais ça, je pense que ça peut continuer. Il y a des PME, des gens qui sont innovants, des PME innovantes dans certains créneaux environnementaux et de changement climatique là, qui peuvent tirer très bien leur épingle du jeu aux États-Unis dans le contexte actuel, qui est beaucoup plus favorable que le contexte sous Donald Trump. Là, on ne boudera pas notre plaisir quand même. Julie-Pierre, voulais-tu ajouter quelque chose? Peut-être pour poursuivre sur le Buy American, en fait, les dispositions, il y a quand même une nuance importante. Là. On veut que les produits ou que les matériaux utilisés soient fabriqués aux États-Unis, mais la compagnie en tant que telle n'a pas besoin d'être d'origine américaine. Donc, on parle vraiment, c'est un Buy American dans une logique de création ou de conservation des emplois manufacturiers. C'est vraiment ça l'argument de base là, de l'administration Biden. Donc, c'est vraiment une question de fabrication aux États-Unis et ça, bien, au niveau de l'exportation d'expertise ou pour certaines plus grandes entreprises qui peuvent se le permettre, bien, ça ne bloquera pas tant les choses. Là. Il reste évidemment des dispositions à entendre là, sur le Buy American Act. C'est pas tout à fait configuré pour l'instant, mais on parle surtout de fabrication en sol américain. D'autre part, si je peux ajouter par contre peut-être une nuance négative à ce que disait Hugo, je pense que du côté, si on regarde par exemple le dossier d'Hydro-Québec, c'est assez particulier, mais il y a des mouvements écologiques aux États-Unis qui s'opposent à Hydro-Québec. D'une part parce qu'on veut favoriser la création d'énergie verte déjà aux États-Unis, donc favoriser par exemple le solaire ou l'éolien plutôt que d'importer de l'électricité. Et il y a aussi des gens qui considèrent que l'hydroélectricité n'est pas assez verte pour être considérée comme une énergie verte. Donc, ça vient s'ajouter au débat. Donc, oui, probablement, effectivement, là, dans l'ensemble, plusieurs opportunités pour le Québec et le Canada, mais le paysage n'est pas tout à fait rose. Là. Oui, c'est un point important, merci. Question suivante. Giovanni Racine demande quelle sera la contribution américaine à la COP26. Hugo, tu as parlé de la CDN des États-Unis, tu as aussi parlé là, de leur retour dans les fonds multilatéraux de finances climatiques. Est-ce que tu peux nous faire un petit wrap-up de tout ça encore? Bien, en fait, c'est un peu ça que j'ai le goût de redire, c'est-à-dire que la contribution des États-Unis comme deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, ça va être de se donner des objectifs de réduction qui ont de la gueule. C'est ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Alors, la contribution à l'effort collectif, on l'attend là. C'est ce qui va être déposé en avril prochain. Ça va être la principale contribution des États-Unis à la COP de Glasgow. Maintenant, effectivement, quand on regarde des pays comme l'Allemagne ou des pays scandinaves, là, chaque année, ils peuvent mettre sur la table 1, 2, 3 milliards de dollars au chapitre de l'aide internationale pour venir en aide aux pays qui sont aux prises avec les changements climatiques. Moi, je m'attends à ce que les États-Unis montent le volume aussi. Là. Donc, on a plus d'argent qu'on n'en a jamais eu de la part des États-Unis. D'une certaine façon, ça va aider le jeu diplomatique américain parce que qui dit argent dit influence, bien souvent dans ces instances-là. Maintenant, je n'ai pas regardé, parce que l'administration vient de changer, puis elle ne s'est pas encore donné une doctrine climatique qui me permet de vous dire exactement quelle va être sa position de négociation à la COP26 sur des enjeux qui sont dont la granularité est plus fine. Par exemple, sur l'article 6, je ne sais pas si on s'en va vers un changement complet au niveau de la position des États-Unis par rapport au marché de carbone, je ne sais pas.
Je ne sais pas si on doit s'attendre à des grandes avancées, probablement, au niveau des enjeux de transition juste qui sont importants pour nous ici là, sur le Zoom. Mais je ne peux pas aller très loin parce que les États-Unis ne sont pas encore allés très loin dans l'identification de leur position de négo. Merci Hugo. Puis je remarque effectivement, certains d'entre nous utilisent des acronymes. Désolée, donc je vais juste définir CDM, contribution déterminée au niveau national à l'accord de Paris. Donc, c'est la contribution finalement de chacun des États, c'est leur cible de réduction des émissions, puis aussi comment ils vont, dans le cas des pays développés, là, comment ils vont soutenir, par exemple, les pays du Sud aussi à réduire leurs émissions. Donc, l'accord de Paris, c'est un instrument multilatéral, mais il ne dit pas à chacun des États ce qu'ils doivent faire en matière de réduction des émissions. C'est plutôt les États eux-mêmes qui soumettent ça à l'accord de Paris. Donc, ça, c'est une CDM. Puis COP26, pour peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, ben, COP, c'est la conférence des parties de la Convention cadre des Nations unies sur le climat qui a lieu à chaque année pour s'entendre notamment sur les règles de l'accord de Paris qui ne sont pas encore toutes définies, puis son implantation, là, une fois que ça sera défini. Question suivante. En fait, je vais poser les deux parce qu'il nous reste de moins en moins de temps. Que présage la nomination de Tom Vislak au département des États-Unis de l'agriculture USDA en termes de réforme environnementale et climatique? Et la deuxième question, très d'actualité, les événements au Texas avec le froid, là, la tempête finalement qui a eu lieu. Pour ceux qui ne le savent pas, le système électrique du Texas a comme planté à large échelle. Donc, est-ce que ça crée un momentum pour des investissements dans les infrastructures énergétiques vertes, même si on voit les républicains blâmer à tort les énergies renouvelables? Donc, première question sur le département de l'agriculture, deuxième sur le système électrique du Texas. Je peux peut-être essayer des pistes de réponse dans les deux cas. Pour ce qui est du département de l'agriculture, on l'a vu, je me réfère encore une fois là, au débat qui avait lieu pendant les primaires, mais on sent que les démocrates veulent inclure les agriculteurs dans cette démarche environnementale. On ne veut pas démoniser l'agriculture. On va essayer peut-être dans certains cas de réorienter effectivement l'agriculture, mais d'aider les agriculteurs parce qu'on voit que les agriculteurs font partie de la solution. Donc, réinvestir, changer les modes de production, mais aider les agriculteurs, ça pourrait être une opportunité là, d'amorcer une transition. Donc, ça va être une approche, un dossier intéressant à suivre. Pour ce qui est du dossier du Texas, je vais le prendre de façon plus large. En fait, on voit que plusieurs régions commencent à être affectées davantage par les changements climatiques. Oui, les grands froids dans le sud des États-Unis, mais aussi les inondations plus fréquentes en Floride, les inondations dans le Midwest qui sont plus fréquentes également. Et ça crée un engouement pour tout ce qui est mesures d'adaptation. Donc, tout ce qui est changement pour des mesures d'adaptation au changement climatique, les feux en Californie aussi, ça a relancé le débat. Donc, à chaque fois, ça relance le débat, mais ça relance le débat dans des régions comme le Midwest, comme le Sud, qui sont peut-être moins favorables habituellement là, à des mesures environnementales. Et là, on voit les impacts des changements climatiques. Ça crée une plus grande ouverture. Et si je peux me permettre de le souligner, on a parlé énormément des démocrates jusqu'à présent, mais dans l'appui aux mesures d'adaptation, à des nouvelles mesures, à des nouvelles énergies, on voit qu'il y a un changement là, avec le changement générationnel chez les républicains. Les jeunes républicains de 18 à 39 ans appuient beaucoup plus la création d'énergies renouvelables, acceptent beaucoup plus les changements climatiques, croient qu'il y a une implication, il y a une division humaine au changement climatique. Et donc, on sent que tôt ou tard, la plateforme du parti va être appelée à changer parce que ces électeurs-là vont prendre une place grandissante plus ils vieillissent. Donc, il y a un changement lent, mais qui n'est pas absent là, du côté des républicains également. Hugo, je t'ai vu ouvrir ton micro. Oui, bien, j'ai pas beaucoup de valeur ajoutée par rapport à ce que tu viens de dire, Julie-Pierre.
Ne serait-ce que pour dire que non seulement ce changement-là au niveau générationnel chez les républicains, on le voit dans les sondages, il est assez majeur, assez marqué, mais ça suit aussi une tendance dans l'économie américaine. Les jobs en carburant fossile sont de moins en moins importantes. C'est les jobs dans le solaire et dans l'éolien qui prennent le pavé. Alors, que tu sois pro-Trump, pro-Kamala Harris, agnostique, peu importe, si tu travailles dans l'éolien, si tu travailles dans les panneaux solaires, tu vas avoir tendance à trouver que c'est bien cool ta job, surtout qu'elle est très payante, puis surtout que tu n'en manques pas de job. C'est vrai dans le Midwest, c'est vrai dans le Texas. Le Texas, c'est un État où il y a beaucoup, beaucoup d'énergie éolienne. Mais sur la question, je suis tout à fait d'accord avec toi, Julie-Pierre. Il faut le prendre de façon plus large. Les changements climatiques ont des impacts importants. Ça fait peut-être une dizaine d'années que les Américains se posent des questions existentielles sur l'adaptation de leurs infrastructures au changement climatique. Parmi ces infrastructures-là, il y a toutes les plateformes de forage dans le golfe du Mexique, on l'a déjà vu, mais c'est tout le système de production d'électricité partout sur le territoire qui doit être à peu près repensé, là, étant donné ce qui se passe. Merci beaucoup, Julie-Pierre. Hugo, en fait, on va conclure, puis on va peut-être juste, je vais inviter Patrick Rondeau à nous parler des prochaines étapes pour le collectif, mais avant ça, je veux vraiment remercier nos fantastiques panélistes. On a beaucoup appris, je pense, aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie-Pierre. Merci, Hugo. Je remercie aussi Denis et Lacossi qui ont facilité la logistique de ce webinaire-là, puis bien entendu, mon collègue Patrick qui organise ces webinaires. Et Caterina du collectif, Geneviève d'Oxfam, qui sont tous des partenaires du collectif. Maintenant, Patrick, je te passe la parole. Merci beaucoup, Caroline. Et à mon tour de te remercier pour cette animation de feu. Merci beaucoup, Caroline. Et c'est un plaisir aussi de travailler avec toi et avec le réseau Action Climat. Écoutez, la semaine dernière, on a fait la relance du collectif de la société civile du Québec pour la COP26 pour la simple et bonne raison que nous ne savons toujours pas où s'en va cette COP dans son format, du moins. et nous ne le savons toujours pas. Donc, pandémie oblige, sera-t-elle virtuelle, sera-t-elle en présentiel? Le temps nous le dira, mais malgré le temps qui file, on a trouvé important de commencer à s'organiser dès maintenant. C'est important de développer nos stratégies, c'est important de développer un narratif, c'est important de travailler ensemble. Donc, si vous êtes intéressé, je crois que Caroline vient de remettre en fait le lien pour se joindre en fait à l'infolette, du moins du collectif. Donc, ça nous permettra d'avoir vos courriels et de relancer avec vous ce collectif-là. Juste vous dire que pour les prochaines étapes, on va continuer à faire des webinaires sur différents sujets qui vous préoccupent. Le prochain portera sur la taxe carbone le 17 mars, si je ne m'abuse. Et par la suite, il y en aura idéalement un mensuellement sur l'heure du midi et nous organiserons aussi des rencontres d'infos pour les membres du collectif à raison d'une fois par mois pour vous informer sur le développement de la COP, tant au niveau logistique que politique, et de commencer à travailler avec des laboratoires digitaux sur la structuration en fait du mouvement et le renforcement des capacités. Donc, on vous invite à vous y inscrire le plus rapidement possible. Sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Au revoir. Merci tout le monde.